Bonjour à tous et à toutes. On va pouvoir commencer. Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Je m'appelle Sarah Descamps. Je suis chercheuse en sciences de l'éducation et je viens de l'Université de Mons en Belgique. J'ai fait un petit chemin pour venir jusqu'ici. Je vais sûrement utiliser des belgicismes pendant ma présentation. Vous pouvez utiliser votre mode traduction avec la Belgique. Alors, pour me présenter, j'ai réalisé ma thèse de doctorat. Je suis fraîchement docteur depuis mars en sciences de l'éducation sur justement l'éducation à la sobriété numérique. Et donc, mes problématiques de recherche, c'est vraiment la protection de l'environnement comme une compétence numérique. Comment est-ce qu'on peut développer cette compétence dans le secteur de l'éducation et donc l'éducation à la sobriété numérique? J'ai également conçu un guide pédagogique pour éduquer à la sobriété numérique qui s'appelle EduConnect Impact. Et avec EduConnect Impact, j'ai été récompensée du prix UNESCO pour les technologies en éducation. Et je fais également partie du groupe d'experts du comité transition écologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc en fait, en Belgique, on est, vous savez, on parle 3 langues, mais on a un côté wallon, un côté flamand. Et donc, nos ministères sont tous multipliés en 2. Et donc, c'est pour le côté wallon, francophone, que je suis experte pour le comité transition. Alors, voici un peu comment va se dérouler cette présentation. Tout d'abord, on va zoomer sur le concept de sobriété numérique. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi, justement, je dis que c'est une compétence numérique à développer et qu'est-ce que disent les référentiels à ce sujet. Ensuite, on verra concrètement c'est quoi la sobriété numérique en termes de définition. Puis pourquoi éduquer et sensibiliser. Et puis après, on aura une plus grosse partie sur comment concrètement s'emparer de cet enjeu. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, on connaît 2 transitions, une transition numérique et une transition écologique. On a ces enjeux numériques qui se sont multipliés, encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On a par exemple les services des mairies qui sont en ligne, les banques en ligne, l'éducation qui est maintenant parfois en partie à distance. Et puis après, on a ces enjeux écologiques qui sont de plus en plus urgents. Et la Commission européenne a vraiment compris que ces enjeux étaient là, puisqu'elle a créé 2 référentiels de compétences. Un référentiel de compétences en durabilité pour les citoyens. Donc, elle a identifié les compétences que les citoyens de demain devaient avoir pour répondre aux enjeux de durabilité. Et un qui s'appelle le Green Comp, et un référentiel de compétences numériques avec les compétences numériques à développer chez les citoyens qui s'appelle le DISHCOMP. Et donc, à travers justement ma recherche de doctorat, l'objectif, c'était vraiment de concilier ces deux référentiels, ces 2 enjeux éducatifs. Alors, pourtant, on a ces 2 transitions, mais numérique et écologie, ça ne rime pas vraiment ensemble. Ici, un chiffre qui date en 2021, l'ADEME disait que l'impact, les gaz à effet de serre liés à l'empreinte du numérique représentaient 4%. Selon ces mêmes rapports, les projections, on serait entre 6 et 7% actuellement de gaz à effet de serre liés au numérique. Et ces chiffres ne prenaient pas forcément en compte l'émergence de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est fin 2022-2023 qu'elle a émergé. Donc, en fonction des rapports, on peut, les chercheurs voient parfois les chiffres un peu à la hausse. Et donc, la sobriété numérique devient vraiment un enjeu suite à cet impact sur l'environnement lié à nos technologies. D'autres chiffres liés à l'impact du numérique sur l'environnement. On estime que le secteur du numérique, c'est plus que le trafic aérien en termes d'impact sur l'environnement. Alors, à raison, on frappe souvent sur l'impact de l'aviation au niveau de l'environnement, mais pourtant, le numérique représente plus. À l'échelle de la France, c'est 3 fois l'empreinte de la France. Derrière nos usages des technologies, on a besoin de data centers. C'est des data centers, des équipements numériques, des réseaux, des infrastructures numériques. Et tout ça, ça a besoin d'énergie. Et les data centers ont également besoin d'eau pour être refroidis. C'est pour ça qu'on a
vous avez sûrement dû voir ce message, qu'une conversation classique avec ChatGPT représentait 50 centilitres d'eau pour justement refroidir les data centers. On estime que le streaming vidéo engendre autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Chili. Un autre chiffre, un data center, ça représente 3000 foyers américains en termes d'énergie consommée. Donc en fait, c'est énorme. Et chaque année, aussi un chiffre à retenir, c'est que chaque année, le Ghana accueille 40 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Donc ce n'est pas uniquement que ces enjeux liés à l'énergie, mais c'est également lié aussi à la fin de vie de ces équipements. Et ces chiffres sont suite à l'intelligence artificielle, ces chiffres sont également vus à la hausse, étant donné que l'IA est extrêmement énergivore. Donc ici, je vous ai remis un petit graphique qui montre l'évolution de certains GAFAM qui ont développé leur intelligence artificielle. Et donc, on peut voir qu'entre 2020 et 2024, Microsoft a fait un boom énergétique de 29%, a augmenté sa consommation énergétique de 29%. Et Google, entre 2019 et 2024, c'est plus 48%. Donc, on voit que ces enjeux de l'intelligence artificielle ont fait augmenter, en tout cas, ses besoins énergétiques. Alors, pourquoi la protection de l'environnement, c'est une compétence numérique? Donc, la Commission européenne a mis en place un socle de compétences numériques qui s'appelle le DIGCOMP. Et le DIGCOMP, donc, il a identifié 21 compétences numériques. On va retrouver, par exemple, apprendre aux citoyens à faire une recherche d'informations en ligne, apprendre à programmer, apprendre à créer du contenu numérique. Et en fait, dans l'axe sécurité, ici en dessous, on va retrouver la protection de l'environnement, juste ici. Et donc, en fait, la Commission européenne, elle stipule que tous les citoyens doivent être conscients de l'impact du numérique sur l'environnement et en avoir une utilisation plus responsable. Et donc, quand j'ai débuté ma thèse, en fait, on s'intéressait aux autres compétences, comment faire une recherche d'information, par exemple. Et il n'y avait pas grand-chose sur cette protection de l'environnement. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser. Alors, ce qui est bien, c'est que le DIGCOMP, en fait, et la Commission européenne, ils ont vraiment défini les savoirs qui se cachent derrière cette compétence, les savoir-faire, les attitudes aussi à développer derrière cette compétence qu'est la protection de l'environnement. Ils identifient également des scénarios d'apprentissage que l'on peut développer à travers cette compétence. Et si vous connaissez un peu le DIGCOMP, fin de l'année, il y a quelques mois, non, maintenant ça fait quand même longtemps, mais fin 2025, il y a eu la mise à jour du DIGCOMP, le 3.0, et ils ont fait justement la mise à jour par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc, on retrouve également le fait d'être conscient que l'intelligence artificielle a un impact sur l'environnement et en avoir une utilisation plus responsable. Donc, c'est un cadre qui se met également régulièrement à jour. Alors, il y a le DIGCOMP, mais après, il y a ce qu'on en fait à l'échelle nationale de différents pays. Dans le cadre de ma thèse, j'ai analysé 64 référentiels à travers le monde, 54 référentiels de compétences numériques. Et ce que j'ai remarqué, c'est que 57,81% des référentiels, on voit systématiquement le lien avec ces enjeux environnementaux. Et dans les référentiels francophones, peut-être qu'on est plus sensible à ces enjeux-là, mais en tout cas, on le retrouve systématiquement. Donc, en Belgique, on retrouve ces enjeux liés à l'environnement. Au Québec, pareil, on va par exemple parler d'obsolescence programmée à travers ces référentiels. En France, vous avez également la protection de l'environnement qui se retrouve comme une compétence telle qu'elle à enseigner chez les jeunes et chez les apprenants. En Suisse, on retrouve également ce lien. Donc, en fait, les personnes qui ont réfléchi à développer les compétences numériques, systématiquement, ont fait le lien avec ces enjeux environnementaux et ont intégré ces enjeux dans les référentiels. Alors, suite à l'émergence de l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, le DIGCOMP 3.0 a fait cette mise à jour par rapport à l'intelligence artificielle et on retrouve également ce lien avec les enjeux environnementaux dans d'autres cadres de référence. Et ici, vous avez par exemple le référentiel de compétences en IA pour les enseignants mis en place par l'UNESCO. Et donc, on va retrouver ces enjeux liés
aux enjeux de durabilité, à l'intelligence artificielle. Par exemple, ils disent qu'il faut mettre la priorité sur des outils d'IA respectueux de l'environnement. Il faut également sensibiliser les apprenants à ces enjeux d'IA et environnementaux. Et il faut également défendre une IA éthique et avoir aussi un plaidoyer critique. Donc, systématiquement, dans ces référentiels, on retrouve ce lien. Je reviendrai un petit peu après sur ce lien avec les référentiels quand je vous présenterai le cadre conceptuel que j'utilise pour éduquer à la sobriété numérique. Alors, on parle de sobriété numérique. Il y a plein de concepts qui gravitent autour de la sobriété numérique. On a par exemple le numérique responsable, au final, qui est plus large que la sobriété numérique, puisqu'il fait le lien avec l'accessibilité, l'inclusivité, donc aussi ces enjeux, pas uniquement environnementaux, mais également les enjeux sociaux qui se cachent derrière le numérique. On a également entendu beaucoup parler de sobriété énergétique. La sobriété numérique, c'est plus large que la sobriété énergétique. Ça ne prend pas en compte que ces enjeux énergétiques. On peut voir également des concepts comme le low-tech, donc l'inverse de l'high-tech, donc des technologies plus robustes et qui ne veulent pas forcément dire moins efficaces. Alors, ce qu'on peut retenir de la définition de sobriété numérique, au final, ce n'est pas un concept si nouveau. C'est Frédéric Bordage qui a été le premier en francophonie à utiliser ce concept-là en 2008. Et donc, initialement, derrière ce concept de sobriété numérique, il y a vraiment cette idée d'utilisation raisonnable et raisonnée des technologies, l'idée de modération de nos usages technologiques. Ensuite, il y a également le fait d'avoir conscience de l'impact des technologies sur l'environnement, que chaque clic que l'on va faire, chaque chose que l'on va poster en ligne, chaque interaction avec l'intelligence artificielle va avoir un impact sur l'environnement. Et puis après, il y a également le fait de développer des éco-gestes au quotidien. Et on parle également de posture de sobriété numérique, donc de posture aussi bien individuelle, mais également collective. Comment est-ce qu'on peut réfléchir la place du numérique également en le lien avec les enjeux de souveraineté. Et le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évaluation du climat, a vraiment identifié la sobriété numérique comme un levier d'atténuation de l'impact de l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement. Et donc, voilà ce qui se cache derrière cette sobriété numérique. Alors, pour éduquer à la sobriété numérique, j'ai identifié 3 composantes d'une littératie à la sobriété numérique. Tout d'abord, c'est le fait de sensibiliser à l'impact de nos modes de vie sur l'environnement. Ensuite, on a un deuxième axe, c'est le numérique, montrer que le numérique peut être aussi au service de cette transition écologique, donc montrer que des solutions peuvent également exister. On y reviendra après, mais sans tomber dans un technosolutionnisme et en gardant un esprit critique. Et ce deuxième axe, pour moi, il était important parce que dans la littérature relative à l'éducation relative à l'environnement, on explique qu'il faut, quand on parle des enjeux de durabilité, il faut ne pas avoir une approche culpabilisante vis-à-vis de ces enjeux. Il faut également essayer de ne pas développer de l'éco-anxiété, ce qui peut être provoqué. Et donc, c'est pour ça que ce deuxième axe a été inclus. Et puis après, une fois qu'on a connaissance de ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Et là, c'est le fait de développer une utilisation plus responsable des technologies. Alors, ces 3 axes, je ne les ai pas sortis de ma tête. En fait, ils ressortent de l'analyse des référentiels qui a été réalisée dans le cadre de ma thèse. Donc, j'ai vraiment voulu cartographier ce champ de recherche et cartographier cette compétence numérique à travers les référentiels. Donc, il y a, comme je le disais, différents référentiels qui ont été dans différentes langues qui ont été analysés. Et donc, à travers ces référentiels, voici ce qui ressort. Donc, on a 43% des référentiels où la compétence est totalement absente de ces référentiels. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent les référentiels rédigés en anglais qui omettent ces enjeux de durabilité. Et souvent, ils voient les compétences numériques comme des choses beaucoup plus techniques. Et donc, il y a moins une culture du numérique qui est développée dans ces référentiels.
Et puis au final, on retrouve les 3 axes que je viens de vous citer, comprendre l'impact des technologies, donc comprendre l'impact des technologies notamment à travers l'analyse du cycle de vie. Ensuite, on a le fait d'adopter des comportements numériques plus responsables. Donc, c'est des petits gestes que l'on peut avoir au quotidien, mais on fait également ce lien avec le fait de réfléchir de manière collective à l'intégration du numérique dans notre vie pour pour en avoir une utilisation plus acceptable. Et puis après, on a utilisé les technologies pour le développement durable qui ressort de ces référentiels. Et ce que j'ai également identifié dans cette analyse, c'est que souvent, les enjeux de durabilité sont associés avec des enjeux de santé, de bien-être. On va retrouver des concepts comme la détox numérique qui est parfois affiliée ou le temps d'écran lié à la santé, mais également ça fait également le lien avec tout ce qui est enjeux éthiques et pas uniquement environnementaux. On va par exemple voir le lien avec le travail des enfants dans les mines, les conditions de travail de manière générale. Et donc, on voit ces liens avec les enjeux éthiques. Alors, au tout début de ma présentation, je vous ai justement dit qu'on avait 2 transitions dans notre société. Ces 2 transitions, on les retrouve dans l'éducation. Donc, on les retrouve avec ces enjeux écologiques où on a de plus en plus incité le secteur de la formation à éduquer à l'environnement, à ces enjeux de durabilité. On a également des référents, parfois, développement durable qui se sont mis en place. Dans les universités, parfois, on a des conseils du développement durable ou des experts qui se regroupent autour de ces enjeux-là. Et puis après, d'un autre côté, au niveau du numérique, on a eu une digitalisation de nos cours. On a, je pense, tous déjà utilisé un espace Moodle, aussi bien quand on était étudiant ou quand on est enseignant. Et donc, on a vraiment ces 2 transitions qui se retrouvent dans le secteur de l'éducation. Pourquoi éduquer à la sobriété numérique? Tout d'abord, il y a une urgence. Il y a une urgence à éduquer à la sobriété numérique parce qu'il y a une urgence climatique. On a 7 des 9 limites planétaires qui ont atteint leur point de bascule en 2025. Donc, on voit de plus en plus aussi les conséquences du réchauffement climatique. Je vous ai remis la petite représentation. Si vous êtes passé devant l'aquarium, elle est d'ailleurs illustrée juste en face. Mais cette représentation, on voit justement l'augmentation par rapport au climat. On a vécu il y a quelques jours une canicule en plein mois de mai, ce qui est totalement inhabituel. Donc il y a vraiment une urgence à sensibiliser à la sobriété numérique parce que d'un côté, on a cette accélération liée aux technologies et d'un autre côté, on a cette urgence climatique. D'autres arguments, c'est sensibiliser les citoyens de demain. C'est le rôle de l'éducation avec un E majuscule, justement, de faire en sorte que les générations qui vont sortir peuvent être peut-être une meilleure génération que nous. Et donc, c'est le rôle de l'éducation de faire en sorte que ces jeunes puissent s'adapter à ces enjeux de réchauffement climatique et ces enjeux de sobriété numérique et de numérique. C'est également sensibiliser l'entourage. On peut espérer qu'on y voit un effet rebond par rapport à un effet rebond, un effet boule de neige par rapport à ce qu'on enseigne. On a déjà vu ce genre de choses, par exemple, avec le recyclage. Les enfants avaient des notions par rapport au recyclage et revenaient à la maison et expliquer les comportements à avoir auprès de leurs proches. Et donc, en éduquant à la sobriété numérique, on pourrait avoir ce genre d'effet. Et justement, cette année, j'ai encadré une étudiante qui a travaillé sur si on sensibilise des jeunes à la sobriété numérique, quels sont les impacts sur les parents, qu'est-ce qui se transfère. Et on a pu justement observer qu'il y avait une certaine sensibilisation qui s'opérait à travers ce biais-là. Et donc, cet effet boule de neige était présent. Et puis après, au final, c'est sensibiliser à un sujet qui reste émergent, de sobriété numérique, même si on en entend de plus en plus parler. Mais il faut savoir que dans les années 80, on parlait déjà d'éducation relative à l'environnement. Pourtant, son intégration réellement
dans le secteur de l'éducation, elle est assez récente. Et donc, l'idée, c'est de ne pas reproduire la même erreur avec la sobriété numérique. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec comment s'emparer de cet enjeu. Tout le défi derrière cette éducation à la sobriété numérique, c'est de rendre visible ce qui n'est pas toujours visible. On a vraiment cette image de cloud, de nuage, et on ne voit pas la matérialité des équipements numériques. Et donc, je vous ai remis une petite illustration du trajet que peut faire un flux de données quand on fait une recherche d'informations en ligne. Et donc, par exemple, si on veut juste faire une simple recherche et se rendre sur un site web, on a tout d'abord la première image où on va faire appel au moteur de recherche. Donc, on va avoir l'information, elle va être envoyée sur un data center. Puis après, on va tomber sur la page où on va pouvoir rédiger nos mots-clés. De nouveau, l'information va être envoyée sur un data center. Puis là, on va avoir seulement le déroulé avec les différentes pages que l'on souhaite consulter. L'information, de nouveau, va être envoyée sur un data center. Et puis, on va enfin pouvoir consulter la page que l'on recherchait. Et donc, c'est toutes ces allers-retours de données, souvent qui ne sont pas visibles pour, on va dire, le commun des mortels, quand on n'a pas conscience des équipements qui sont utilisés derrière nos usages des technologies. Et par exemple, si c'est un site qu'on consulte régulièrement, si on l'avait mis dans nos favoris, on aurait juste fait le premier ordinateur, data center, et puis après, on serait directement arrivé sur la page. Donc, en fait, on aurait évité tout un flux de données. Alors, pour vous expliquer comment s'emparer de cet enjeu, je vais justement repartir de ma littératie à la sobriété numérique avec tout d'abord comment est-ce qu'on peut comprendre et analyser l'impact du numérique sur l'environnement. Il y a l'analyse du cycle de vie qui est déjà un outil qui est reconnu dans la littérature liée à l'impact du numérique sur l'environnement. Mais en éducation, c'est aussi un outil très visuel. Personnellement, je l'utilise en primaire et les enfants de primaire arrivent assez rapidement à comprendre que leur impact sur l'environnement, ce n'est pas uniquement pendant la phase d'utilisation, que leur impact sur l'environnement commence bien avant qu'ils utilisent par exemple un ordinateur, une tablette, un smartphone, avec notamment l'extraction des matières premières, une extraction des matières premières qui se déroule à l'étranger dans des conditions de travail qui sont déplorables. On a, il y a quelques mois, une mine au Congo qui s'est complètement effondrée avec forcément des morts derrière. C'est également du travail des enfants qui se cache derrière cela. Puis après, on a toute une phase de production, de nouveau une phase de production qui se déroule à l'étranger avec parfois au niveau des énergies qui sont utilisées. On a par exemple en Chine où ils utilisent encore beaucoup le charbon, donc ça pose ces enjeux liés à quel choix énergétique on fait. Et puis après, une phase de transport et de distribution qui a également un impact sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'on estime qu'avant d'utiliser son smartphone, il a déjà fait 4 fois le tour de la Terre avant d'arriver, étant donné qu'il y a eu plein de phases de transport, parce que quand on extrait de la matière première au Congo, puis d'autres en Amérique latine, puis après qu'on produit en Chine, ça produit plein de phases de transport. Puis après, on a cette phase d'utilisation avec les data centers, des équipements, ça a besoin d'électricité. Ça pose la question de quelle électricité on utilise. Est-ce que c'est de l'énergie renouvelable, pas renouvelable, tout cela. On a également besoin d'eau, comme je le disais au tout début de ma présentation. Et puis après, notre équipement numérique, il peut lui arriver 2 choses. Soit il est valorisé et recyclé. Le recyclage, même si ça permet de revenir dans la boucle, ça a quand même un impact sur l'environnement. Et puis après, on a, s'il n'est pas recyclé, ça représente au final le recyclage qu'une faible partie. C'est comme ça que le Ghana accueille chaque année 40 000 tonnes de déchets électriques et électroniques et où nos équipements finissent leur vie là-bas. Donc ça, ce sont les impacts plutôt on va dire, direct du numérique, mais on a également des impacts plutôt indirects liés à nos usages des technologies.
Ici, je vous ai remis des illustrations de l'influence qu'ont pu avoir les réseaux sociaux sur le tourisme de masse. Et au nom de vouloir aller faire une photo et la poster sur les réseaux sociaux, on a par exemple les gorges du Verdon avec on voit un tourisme de masse qui est présent. On a à Bali un impact sur l'environnement qui est énorme avec Bali, c'est une île et toutes les îles souvent ont des problèmes au niveau de la gestion aussi des déchets. Donc c'est d'autres impacts sur l'environnement. Et là, vous avez le Super Bloom en Californie qui est une floraison qui a lieu chaque année. Et pour pouvoir mettre des photos sur les réseaux sociaux, avant, c'était quelque chose qu'on pouvait observer depuis l'espace. Et maintenant, tout le monde est venu voir les fleurs et on aplatit les fleurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne sait plus voir. Donc, il y a également ces impacts liés à l'influence des réseaux sociaux et le tourisme de masse. Et aussi un autre impact indirect, ici plutôt lié à l'intelligence artificielle. Il y a des militants écologistes qui ont tiré la sonnette d'alarme justement parce qu'ils ont vu se propager des vidéos générées avec l'intelligence artificielle où on voyait des humains interagir avec des animaux sauvages. Par exemple, ici on voit nettoyer des baleines, toucher des tortues, bref, interagir avec des animaux sauvages, sauf que c'est quelque chose à absolument pas faire si on veut préserver la biodiversité. Et donc, les intelligences artificielles, en générant des vidéos, peuvent aussi diffuser des mauvais comportements à avoir ici liés à la biodiversité, mais liés à l'environnement de manière générale. Alors, on a vu l'impact du numérique avec l'analyse du cycle de vie, mais comme je le disais, c'est également apprendre à identifier des solutions numériques pour nous accompagner par rapport à ce changement, cette transition écologique, où donc je vous ai mis plusieurs illustrations qui sont exemples qui nous sont donnés comme pouvant nous accompagner par rapport à cette transition écologique. On a par exemple les maisons intelligentes qui permettent de gérer le flux les énergies, la lumière, tout ça. On a également les champs numériques. Mais je vous ai mis l'image d'une balance pour justement rester nuancé par rapport à ces propositions numériques. Et l'exemple que j'aime bien reprendre, c'est l'exemple de la voiture électrique qui nous a été vendue comme le mode de transport qui allait sauver la planète, sauf que ça reste des voitures électriques avec des batteries qu'on ne sait pas recycler. Et puis après, ça pose aussi des questions sur quelle voiture électrique on a construit et qui se diffuse. Pour le moment, c'est plutôt des SUV qu'on voit en voiture électrique, alors que peut-être que si on était parti sur des Smart ou ce genre de choses, ça aurait pu mieux nous accompagner par rapport à cette transition. Donc, identifier des solutions numériques, quand on veut apprendre cela, c'est vraiment se saisir de cette opportunité pour apprendre à avoir un esprit nuancé, à avoir un esprit critique, notamment par rapport au greenwashing technologique qui peut être vendu par des sociétés. Et également, on peut aussi en profiter pour aborder ce qu'on appelle l'effet rebond, qui s'illustre assez bien à travers l'exemple du numérique. Donc, je vous ai remis une petite illustration de l'effet rebond. Et donc, l'effet rebond, il explique que l'efficacité énergétique, elle est souvent compensée par des usages plus énergivores. Donc, il y a quelques années, on avait le Nokia 3310 qui permettait d'appeler, envoyer des SMS. On ne savait même pas faire de photos. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une amélioration du débit, de la batterie, de la mémoire. Et donc, ce qu'on aurait pu s'attendre, c'était une réduction énergétique et une réduction de ces impacts liés au numérique. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, étant donné qu'on a eu l'émergence du smartphone. Et le smartphone, ce sont des qualités vidéo, photo qui ont augmenté, des tailles d'applications aussi qui ont augmenté, et surtout on n'utilise pas du tout son Nokia 33, on n'utilise pas du tout son smartphone comme on utilisait son Nokia 3310. Donc il y a vraiment au niveau des usages, il y a eu une augmentation, et donc le numérique permet justement d'illustrer cet effet rebond.
Alors une fois qu'on a identifié ces solutions et qu'on a eu un regard nuancé, on peut réfléchir à une utilisation plus responsable. Donc ici, je vous ai remis la règle des 5 R qui est présente dans le livre de Vincent Courboulet, donc avec refuser par exemple les effets de mode liés aux technologies. Par rapport à l'intelligence artificielle, parfois c'est refuser, voire peut-être boycotter certaines intelligences artificielles qui ne répondent pas à nos enjeux éthiques. Ensuite, on a réduire notre nombre d'équipements. Puis on a le R de réparer tout ce qui peut être réparé pour justement allonger cette durée de vie de nos équipements numériques. Puis le 4 de réutiliser. Et le 5e, c'est recycler. Donc on a dans nos pays, en tout cas, des structures qui permettent de recycler ces équipements. Et une fois, lors de mes interventions, il y a quelqu'un qui a ajouté un 6e R que je trouvais intéressant. Alors, je l'ai mis à la fin, mais peut-être qu'il devrait être au tout début. C'est réfléchir à nos usages des technologies. Peut-être que dans cette frénésie de vouloir utiliser les technologies, parfois, il y a certaines questions qu'on ne sait pas poser et qui sont peut-être de l'ordre du bon sens. Et donc, réfléchir ces usages des technologies, réfléchir aussi ces enjeux de souveraineté numérique qui se cachent derrière le numérique. Et donc, je pense que ce R peut être ajouté à cette règle des 5 R. Alors, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai vraiment voulu concilier l'éducation relative à l'environnement et l'éducation au numérique et également mobiliser différentes méthodes qui étaient efficaces en didactique des sciences humaines, didactique des sciences. Et donc, pour éduquer à la sobriété numérique, c'est vraiment mobiliser ce qui est relatif à l'éducation à l'environnement, l'éducation au développement durable en prenant en compte les enjeux également économiques, sociaux qui se cachent derrière le numérique et environnementaux évidemment. C'est aussi éduquer à l'urgence climatique et l'éducation à l'énergie et donc vraiment faire le lien avec le Green Comp qu'on voit jusqu'ici. Puis après, comme je le disais, j'ai vraiment voulu mobiliser ce qu'on pouvait voir comme étant le plus efficace et le plus recommandé, on va dire, dans la didactique des sciences humaines et particulièrement dans la didactique de la géographie, dans la didactique des sciences et également dans ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté numérique et puis faire le lien avec l'éducation au numérique mais également l'éducation aux médias. Alors, comment s'emparer de cette éducation à la sobriété numérique? C'est aussi s'emparer des usages réels de notre public. Alors, moi, dans le cadre de ma thèse, c'était les usages des jeunes. Donc, je me suis intéressée aux usages des jeunes. Ça ne sert à rien, par exemple, de leur apprendre à bien gérer une boîte mail s'ils n'utilisent pas une boîte mail. Donc, vraiment, s'emparer de ces usages des jeunes. Et donc, c'est pour ça que souvent, je suis repartie plutôt de l'usage des smartphones, plutôt par exemple que d'usages comme la télévision pour montrer cet impact sur l'environnement. Alors, ce cadre conceptuel, il a été publié dans une revue et donc je suis vraiment repartie du cadre de l'éducation relative à l'environnement qu'avait développé Lucie Sauvé et qui se compose de 3 composantes, avec tout d'abord l'éducation au sujet de l'environnement, où vraiment on fait de l'environnement une problématique à enseigner. Puis après, l'éducation par l'environnement, où souvent on retrouve tout ce qui est école du dehors pour apprendre par rapport à l'environnement. Et puis l'éducation pour l'environnement, où là on va agir pour développer des bonnes pratiques par rapport à ça. Et donc, je suis repartie de ce modèle d'éducation relative à l'environnement pour créer l'éducation relative à la sobriété numérique. Et donc, on retrouve l'éducation au sujet de l'empreinte numérique, l'éducation par l'environnement numérique. Donc, le numérique peut aussi être un vecteur d'éducation à la sobriété numérique. Je vous parlais des mines, de la décharge, des décharges qu'il y a au Ghana. On ne pourra pas se rendre avec une classe dans ces décharges, mais par contre, on peut utiliser des supports multimédia pour
pour sensibiliser à cela. Et donc, le numérique peut être aussi vecteur de sensibilisation et d'éducation à la sobriété numérique. Et puis après, une éducation pour la sobriété numérique, où là, on va développer des gestes au quotidien. Alors, cette éducation à la sobriété numérique, donc je vous ai tout à l'heure dit que c'était une compétence numérique, mais c'est une compétence numérique qu'on peut également développer dans les autres compétences numériques. Alors, je m'explique. On peut apprendre à nos apprenants à faire des recherches d'informations en ligne plus efficaces pour réduire leur impact sur l'environnement. On peut apprendre à nos apprenants à communiquer en ligne ou à leur apprendre à collaborer en ligne en utilisant des outils qui sont plus responsables pour avoir une utilisation plus responsable des technologies. On peut leur apprendre à créer du contenu numérique, mais à créer du contenu numérique qui utilise des principes d'éco-conception pour justement réduire leur impact sur l'environnement. Et on peut également leur apprendre à sécuriser leur matériel numérique ou à résoudre des problèmes liés à leur équipement numérique pour allonger la durée de vie de leur équipement. Donc c'est une compétence numérique, mais c'est également une compétence numérique que l'on peut mobiliser à travers les autres compétences numériques. Alors c'est une compétence numérique, mais c'est une compétence numérique qui doit également être mobilisée à l'échelle d'un établissement scolaire ou d'un établissement d'enseignement supérieur. Et donc ici, j'ai repris le label numérique responsable pour l'éducation qui a été développé chez vous, donc à la DRAN de Lyon. Et je l'ai un peu plus zoomé par rapport à la sobriété numérique. Et ce qui est super par rapport à ce label, c'est qu'il il se divise en 5 axes. Donc on va retrouver tout ce qui est lié plutôt à la gouvernance, aux usages, à la formation, à la communication et aux équipements, donc en haut. Et on va également retrouver différents niveaux pour montrer qu'on a différentes étapes par rapport à ce label. Donc on a vraiment au début un engagement dans la démarche, puis après on a une phase d'approfondissement, et puis après quand on est au meilleur niveau, là on a le stade de maîtrise. Alors, je vais zoomer justement sur les 5 composantes pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer la sobriété numérique concrètement dans le secteur de l'éducation. Tout d'abord, au niveau de la gouvernance, on a l'Institut du numérique responsable. Initialement, c'est français. En Belgique, on a également notre antenne de l'Institut du numérique responsable qui a réfléchi à justement comment on peut réfléchir cette gouvernance avec vraiment le fait d'intégrer une stratégie numérique responsable au sein des établissements, le fait de formaliser cette politique numérique responsable et enfin vraiment le déploiement de la politique. Et donc vraiment, si on veut intégrer la sobriété numérique, ça se réfléchit à l'échelle d'une gouvernance d'un établissement. Si je reprends mon deuxième axe qui concernait les usages, on a des usages qui sont vus comme étant plus responsables. Et on a également des extensions qui permettent un peu d'analyser les usages numériques et l'impact de nos usages numériques. On a par exemple Carbo Analyzer qui permet justement de voir l'impact que l'on peut avoir quand on navigue sur Internet. Donc, c'est une extension web. Et on a également l'outil Footprint qui permet de nouveau, quand on consulte un site web, de voir quel est l'impact de ce site web. Ça fonctionne un peu comme l'électroménager. Ça va de F à A+. Et donc, ça permet de voir si c'est A+, le site, il est très éco-conçu. Et si c'est dans le rouge, il n'est pas très bon. Alors, au niveau des usages, on a le guide des bonnes pratiques numériques responsables pour les organisations qui met en avant différentes bonnes pratiques. Je vous invite à le consulter. Il est vraiment très, très complet. Alors, ce qu'on peut retenir pour vous, c'est peut-être tout d'abord questionner la pertinence pédagogique avant forcément de numériser. Donc vraiment, par exemple, éviter une multiplication des plateformes, mutualiser aussi les ressources. On n'y pense pas parfois assez, mais la mutualisation, ça permet de réduire justement et de questionner aussi cette pertinence pédagogique.
Allonger aussi au maximum la durée de vie des équipements. Dans les bonnes pratiques à avoir, s'il faudrait en retenir qu'une, c'est souvent celle-là qui est présentée, c'est allonger la durée de vie des équipements. Donc réparer avant de remplacer, privilégier aussi le reconditionner au niveau d'un établissement. On peut parfois avoir des partenariats avec des entreprises qui font du reconditionné. Ensuite, on a réduire le poids des ressources pédagogiques et audiovisuelles. Par exemple, compresser les vidéos, éviter les résolutions 4K si on n'en a pas besoin ou si l'enseignant n'en a pas besoin. Parfois, parce que c'est possible de le faire, on numérise en résolution 4K alors qu'on aurait pu choisir une autre résolution. Aussi privilégier l'audio plutôt que les capsules courtes. Donc tout ce qui est audio a moins d'impact sur l'environnement. Donc les podcasts, parfois on n'a pas forcément besoin d'une vidéo ou alors choisir des vidéos courtes plutôt que parfois des enregistrements de cours de 3 heures, un format plus court. En plus, au niveau de la surcharge cognitive, ça a plus d'impact au niveau de la durée, mais en plus, ça a moins d'impact par rapport à l'environnement. Ensuite, quatrième bonne pratique, c'est la rationalisation du stockage et l'archive des données. Donc, définir une durée de conservation par rapport à ce qu'on peut mettre en ligne. Supprimer aussi les doublons. On peut parfois automatiser aussi le fait de supprimer les doublons. Archiver aussi les ressources qui sont parfois peu consultées. Parfois, on a des ressources qui sont en ligne. Au final, on a un vu. Donc, peut-être réduire et archiver cela. Et cinquième bonne pratique que l'on peut aussi retenir, c'est le fait de maîtriser les usages de vidéoconférences. Donc, par exemple, couper la caméra si la présence visuelle elle n'est pas obligatoire ou elle n'est pas nécessaire. Limiter aussi les enregistrements systématiques de certaines réunions. Donc, tout ça, c'est des bonnes pratiques que l'on peut avoir. Au niveau de la formation, on a plein d'outils qui se sont développés ces derniers temps pour sensibiliser à cela. On a les MOOC, le MOOC numérique responsable qui existe. On a le MOOC de l'INRIA sur les impacts environnementaux du numérique. On a également le parcours de l'UVED sur la sobriété numérique. On a Donnez-moi de l'oxygène. On a également des jeux avec Numéville et Faune Impact. Et il y a également EduConnect Impact dont je vous parlais en présentation. Donc, on a plein de formations. On a là, je l'ai oublié. En plus, c'est le plus connu. La fresque du numérique responsable aussi. Donc, on a vraiment plein d'outils qui permettent actuellement de sensibiliser à ces enjeux-là. Et si ça vous intéresse, sur EduConnect Impact, maintenant, on a également un MOOC. C'est un MOOC, un parcours d'auto-formation qui est aligné avec le référentiel PIX numérique responsable. Et à chaque module, on peut obtenir un open badge pour reconnaître ce qu'on a acquis durant ce parcours. Un petit zoom aussi sur la fresque du numérique responsable. Si vous l'avez peut-être pas encore vécu, c'est vraiment un atelier d'intelligence collective qui permet de rendre justement visibles tous ces enjeux liés au numérique. Et donc, ça permet de développer l'apprentissage collaboratif, avoir aussi une réflexion critique par rapport à nos usages du numérique. Et c'est vraiment l'outil le plus connu. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, si un jour vous le voyez, vraiment, c'est une chouette activité à réaliser. Et suite à l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a également des outils de formation qui se sont développés. Donc, on a par exemple la boîte à outils Okemila, qui est une boîte de ressources qui aborde plein d'enjeux liés à l'intelligence artificielle. Par exemple, on va avoir l'IA et la diversité, l'IA et la créativité, et il y a une boîte sur l'IA et l'écologie. Je vous ai remis aussi la bataille de l'IA, qui est un outil aussi qui permet de sensibiliser à cela. Puis après, on a Métropédia et l'IA en perspective, qui sont de nouveau
des ressources qui permettent d'aborder ces enjeux de l'IA, et on va retrouver à un moment un module qui est spécifique aux enjeux environnementaux. Alors, si on zoome sur l'axe communication, cette communication sur la sobriété numérique, elle doit se faire en interne, mais également en externe. Et chaque année, il y a la Digital Cleanup Day, c'est un peu un nettoyage de printemps, mais pour le numérique qui a lieu. Et donc, communiquer sur ce genre d'événements et participer à ce genre d'événements, ça peut être aussi un levier pour intégrer cette sobriété numérique. Ensuite, si je reprends le dernier axe lié aux équipements, on a le fait, il y a des actions qui sont parfois menées dans les établissements scolaires et dans l'enseignement également supérieur. Le fait de collecter, ici vous avez l'exemple en Belgique, ce sont des... Oui, ça c'est un belgicisme. GSM, c'est un mot belge, vous vous dites portable. Donc, ils ont récupéré des smartphones usagés dans les écoles. Et puis après, là, on a un autre exemple d'ordinateurs qui ont été récupérés et redistribués donc, au niveau du reconditionné. Et donc, on peut comme ça réfléchir à la fin de vie de ces équipements et avoir des actions en lien. Alors, au niveau des équipements, c'est également quels outils on utilise, quels outils pédagogiques. On a la Digitale, qui est une boîte de ressources éco-responsable, gratuite, libre, ça respecte au niveau du responsable tout. Ils sont également cohérents dans leur démarche. Par exemple, à un moment, ils avaient un outil qui permettait de créer des liens courts. Ils ont enlevé cet outil parce qu'il était trop utilisé pour faire du phishing, donc pour faire de l'hameçonnage ou ce genre de choses. Donc, comme il était utilisé à mauvais escient, ils ont préféré enlever cet outil. Et donc, on a l'équivalent de Padlet avec Digipad. On a également des outils qui permettent d'enlever les publicités quand on veut visionner une vidéo. Donc, on a comme ça plein d'outils pédagogiques qui sont utiles, en tout cas, pour les enseignants. Au niveau des équipements, c'est également réfléchir à la conception de son site web. Ici, je vous ai mis l'institution universitaire Technologie Bordeaux-Montaigne qui a utilisé Oceni et qui a permis justement de réduire son impact sur l'environnement. Donc, Oceni a appliqué pour concevoir ce site web des principes d'éco-conception. Et donc, on peut aussi réfléchir à l'échelle de quelle est la page vitrine de notre institution et qu'est-ce qu'on met en place pour qu'elle ait moins d'impact sur l'environnement. En conclusion, quelques recommandations didactiques et pédagogiques qui sont directement issues justement de ma thèse de doctorat. Tout d'abord, il y a le fait de privilégier une approche active et critique quand on éduque à la sobriété numérique, donc un apprentissage collaboratif, l'investigation, la ludopédagogie, faire en sorte que l'apprenant soit acteur, ce sont toutes des choses qui sont déjà en littérature, dans la littérature en sciences de l'éducation reconnues comme étant les leviers les plus efficaces. Ensuite, c'est vraiment prendre le temps de rendre visible ce qui n'est pas visible, comme j'ai pu vous le montrer, utiliser des supports visuels, des infographies. Ensuite, on a vraiment le fait d'adopter une approche non culpabilisante par rapport à ces solutions numériques et montrer la phase sombre, mais également la phase plus joyeuse que peut avoir le numérique. Ensuite, c'est développer le sentiment de compétence et surtout l'agentivité, donc la capacité d'agir des apprenants. Et enfin, c'est assurer une cohérence entre le discours et les pratiques. Donc, c'est éduquer à la sobriété numérique, mais également, en tant que formateur ou enseignant, intégrer ces principes de sobriété numérique dans notre démarche. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Merci.
Est-ce que vous avez des questions, remarques pour Sarah? 4 jours intensifs pour tout le monde. On arrive à la fin. Bonjour, Nathalie Sauter, le CNAM. Moi, je suis toujours étonnée. Je ne vois pas à aucun moment comment on ne présente pas les IA qu'on peut intégrer à nos ordinateurs. Je pense à LM Studio, qui est une solution extrêmement écologique, qui permet de traiter 80% des tâches qui sont faites avec l'IA. Et je n'en ai quasiment pas entendu parler. Pour dire là, je n'ai pas fait toutes les conférences, mais j'en ai pas entendu parler. Est-ce qu'il y aurait dans vos travaux quelque chose qui expliquerait cette absence de la scène publique, de cet outil qui permet de garder ces données en interne, de faire tourner sur des machines qui ne sont pas surpuissantes, d'avoir le moteur qui correspond à ce qu'on a besoin de faire, avec le choix de pouvoir le dimensionner? Et est-ce que dans vos travaux, il y a quelque chose qui explique cette absence? J'ai pas forcément la réponse à cela, mais par contre, c'est vrai que, en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu voir au niveau de ce qui a été diffusé sur quel usage de l'IA on pouvait avoir de plus responsable, tout ce qui est possibilité en local ressortait systématiquement. J'avais une fois rencontré un chercheur qui avait exporter une intelligence artificielle en local, et l'intelligence artificielle était refroidie de manière naturelle. Enfin, c'était technique, mais oui, c'est une solution qui est à mettre en avant quand on parle d'intelligence. Et là, en plus, vu que c'est open, ça permet, enfin, c'est souvent facile c'est facile en fait, de venir les prendre et les mettre en local, et donc c'est une bonne pratique qui n'est pas assez diffusée, je pense, pour le commun des mortels. Il y a l'accessibilité à l'outil aussi, hein, parce qu'il faut l'installer, aller chercher l'intelligence qu'on a besoin, savoir choisir quel modèle, suivant les caractéristiques de la machine. LM Studio, c'est très bien, mais après, des fois, c'est un peu plus lent, suivant la machine que tu as, mais c'est pas accessible à l'ensemble des personnes, en fait. C'est surtout pour des personnes avisées, il me semble. Oui. Oui, merci Sarah. Et pour les R, est-ce qu'on pourrait pas rajouter un 7e R comme résistance? La plupart des étudiants ne sont pas conscients, par exemple, qu'en utilisant l'IA à titre gratuit, ils se font siphonner leurs données. Je suis totalement d'accord. Je vais pouvoir l'ajouter encore un, et je dirais que ça vient de La Rochelle. Ça me fait penser que j'avais noté, moi, plus ralentir. Ralentir. Ça fait un 8e. Ce qui fait quoi? Ce qu'on a dit ce matin de prendre le temps, est-ce qu'on nous donne les moyens de prendre le temps et de ne pas être toujours plus productif? Autre question? On a faim. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Ouais.